Le jury est composé de 12 lecteurs et lectrices de Panopté qui ont été tirés au sort. Il y a aussi une voix pour les membres de l'Université populaire représentés ici ce soir. Une voix pour l'équipe de la médiathèque, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce soir. Et une voix pour une équipe d'une classe de seconde du lycée ENAF, qu'on est vraiment content d'accueillir. Et puis l'idée aussi qu'on a eue, c'est de proposer aux membres du jury d'animer ces soirées. Donc il y aura 5 rencontres avec les 10 auteurs. Et ce qu'ils ont accepté, donc on est ravis aussi. Donc ce soir, il y a Catherine et Louise qui vont mener la danse et interroger Dima et Nadia. Ben, je vous laisse la parole. Alors, vous nous excuserez parce que nous ne sommes pas des professionnels. Comme nous avons beaucoup aimé les 2 livres, nous espérons faire transparaître ce coup de foudre au travers de ce qu'on va dire ce soir. Alors, je vais commencer par une citation d'un autre livre qui nous a paru bien introduire à la fois les 2 autrices, mais aussi tout le programme, c'est-à-dire le problème de l'enfance, de l'enracinement. C'est un extrait de Paris Fantasme de Lydia Flem, et qui est paru très récemment. Pourquoi certains enfants s'enfuient de chez eux pour sauver leur peau et d'autres s'y retrouvent toujours collés? Lorsque l'enfant était un enfant, il ne savait pas qu'un jour, lorsqu'il ne serait plus un enfant, il se pencherait sur son enfance pour y trouver les secrets de son être. Cette part rêvée peut-être d'un soi inaltérable, à jamais sinon disparu ou enfoui, du moins remanié, mêlé de faux et de vrais souvenirs, traversé de récits familiaux, lien nécessaire pour garder le sentiment d'une continuité de soi à travers le temps, comme si un fil intouché nous reliait en direct de notre hier originaire à notre plus contemporain aujourd'hui. Cette mémoire autobiographique ne demeure pas intacte à la façon d'un vestige archéologique. Elle est sans cesse, à notre insu, réinventée. Notre mythe d'origine personnelle s'écrit et se réécrit à l'infini. Notre vie est d'abord une narration, un conte, un poème. Alors, pourquoi certains enfants s'enfuient? Là, ce sera plutôt comment certains enfants s'enfuient. Voilà, et nous avons trouvé dans ces 2 romans des points communs, évidemment. L'exil depuis le Moyen-Orient, le passage brutal de l'enfance à l'âge adulte, 2 femmes auteurs de la même génération, 2 premiers romans, mais des différences aussi, puisqu'il y a un roman graphique et un roman de façon plus traditionnelle. Alors, on va présenter chacune des autrices. Alors moi je vais te présenter, Nadia. Donc tu es autrice, scénariste, illustratrice et coloriste. J'ai pu entendre dans des entretiens et des interviews que tu as fait qu'enfant déjà tu dessinais beaucoup, que c'est quelque chose qui t'accompagne depuis presque toujours en fait, et que en parallèle au dessin et à cette passion pour l'illustration, tes études de droit t'ont aussi ouvert à l'engagement politique et à l'envie de défendre un besoin de justice et d'engagement de liberté. Et c'est peut-être la conjonction des 2 qui vient nourrir ce que tu as pu appeler un engagement poétique. Oui, c'est ça, parce que finalement, c'est pas un engagement politique. Oui, c'est ça. Mais un engagement, oui. Un engagement, oui. Donc, j'essaye de retraduire ce que j'ai compris de l'engagement poétique. Donc, une forme d'engagement où c'est l'art qui nourrit le besoin de liberté et de justice, qui est lui-même retranscrit en mots et en images, notamment dans ce roman graphique qu'on va donc présenter, qui s'appelle « Les oiseaux ne se retournent pas », qui est paru aux éditions Delcourt en juin 2020, qui est donc ton premier roman graphique et qui a été lauréat de plusieurs prix. C'est un roman graphique où sont mobilisés une multiplicité de médiums artistiques et littéraires, de la gravure à la poésie, en passant par un jeu sur les couleurs et même les textures des pages, j'ai eu l'impression, qui nourrit le propos.
Moi, j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant sur un plan artistique, même si j'y connais pas. Je suis pas une artiste moi-même, mais j'ai trouvé ça absolument magnifique. La manière dont toutes les techniques s'entremêlent pour créer quelque chose d'extrêmement émouvant, beau et en même temps dur, puisque c'est le récit de la vie d'Amel, qui est donc une jeune exilée qui vient d'un pays anonyme, mais un pays anonyme qui pourrait être au final de nombreux pays dans le monde actuel, puisque c'est un pays traversé par une guerre confessionnelle. Et Amel prend seule les routes de l'exil, laissant derrière elle ses grands-parents encore vivants et ses parents victimes du conflit. Elle est rarement seule puisqu'elle voyage avec d'abord une famille, puis elle croise la route d'une musicienne, une poète, puis de compagnons temporaires de route dans un camp de réfugiés, puis de Bassem, un musicien et ancien soldat qui fuit le conflit. Mais même si elle est rarement seule, j'ai l'impression qu'elle est en proie à une très grande solitude qui ne peut que se comprendre de son histoire et son voyage. C'est donc le récit de son exil constant, physique et intérieur, où elle finalement parvient à arriver à Paris, mais même au bout de ce voyage, en fait, elle est encore confrontée à la violence du monde, puisqu'elle échappe de peu à un réseau de prostitution. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Donc confrontée toujours à des nouvelles épreuves, mais ce que je trouve absolument magnifique, c'est que malgré l'immense dureté du propos et de la vie de cette jeune fille, on est en même temps toujours traversé par des émotions presque contradictoires, puisque moi j'ai trouvé ça émouvant, mais aussi attendrissant. Et il y a des récits d'amitié et de vie qui s'entremêlent, qui sont très belles, et le récit finit sur une note positive, ce qui n'était pas pour me déplaire personnellement. Mais je tiens vraiment à dire que pour moi, son voyage est politique et poétique, puisque la poésie, la musique l'accompagnent tout du long, m'a profondément émue, franchement, souvent jusqu'aux larmes. Et que retrouver son voyage intérieur et son voyage d'un pays à l'autre, la suivre en quête de ses racines et de son identité, m'a un peu bouleversée, attendrie et énormément fait réfléchir au monde dans lequel on vit, puisque au final, la portée très symbolique du récit nous amène à voir que le parcours d'Amel, il est loin d'être singulier et unique, et que c'est celui d'énormément d'enfants aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais envie de vous livrer sur ce roman graphique. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais présenter Mauvaise herbe de Dima Abdallah. Alors, qui est né au Liban en 1977 et qui vit à Paris depuis 1989, comme son héroïne, qui a fait des études d'archéologie et qui est spécialiste de l'Antiquité tardive, nous dit la 4e de couverture. Alors, c'est le récit croisé à deux voix de l'expérience d'une petite fille de ses 6 ans jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ses 42 ans. La fille et le père qui se ressemblent beaucoup. Ils ne sont d'aucun groupe. Ils n'appartiennent pas, on va dire. Ils n'appartiennent pas et ils n'aiment pas posséder non plus. J'ai l'impression que c'est ce qui les caractérise. Ils ne parlent pas facilement. Et d'ailleurs, quand ils se parlent, ils ne s'entendent pas toujours. Le père, par pudeur, quand les propos deviennent trop intimes, préfère faire rire sa fille plutôt que d'approfondir le sujet de la conversation. Quand ils se téléphonent parce qu'ils sont séparés, ils n'arrivent pas à se parler non plus. Mais en revanche, c'est par les mots écrits qu'ils communiquent beaucoup plus facilement. Alors le titre Mauvaise herbe, ça fait penser un petit peu, pour les vieux comme moi, à la chanson de Brassens, Je suis la mauvaise herbe. Braves gens, c'est pas moi qu'on rumine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. C'est vraiment ça, c'est l'herbe adventice, c'est l'herbe qui voyage, c'est l'herbe qui ne cherche pas à être utile finalement. Alors, ce qui les rassemble, c'est l'écriture, puisque c'est le métier du père qui est poète et essayiste. Et la fille, dès l'enfance, elle aussi écrit.
et n'aime pas qu'on considère ce qu'elle écrit comme oh, c'est beau ce que tu écris, comme on fait des compliments à un enfant, parce qu'elle a conscience que ce qu'elle écrit et ce qu'elle illustre, ça a vraiment une qualité qui est plus que celle d'un poème d'enfant ou d'un dessin d'enfant. Ce qui les rassemble aussi, c'est alors écrire, pour tous les deux, c'est tuer le néant en silence. Et ça, je trouve que c'est vraiment une phrase, écrire l'absurde pour tuer l'absurde. C'est des mots que j'ai relevés. Ce qui les rassemble aussi, c'est le mal-être physique. On sent que le père est sujet à des addictions qui vont provoquer la séparation de la famille, j'ai l'impression. Et la fille, elle aussi, connaît des difficultés physiques, en particulier des problèmes, du mal à respirer. Et il y a une espèce d'apologue, le corps est un peu comparé à une guerre civile. Parce qu'il est question de la guerre civile dans le livre, mais c'est pas le sujet du livre, j'ai l'impression. C'est vraiment plus le rapport entre le père et la fille qui est le sujet du livre, beaucoup plus que la guerre civile. Et puis ce qui les rassemble aussi, c'est le goût pour la culture en pot des plantes. Sur la terrasse à Beyrouth, sur le balcon à Paris, plus tard sur la terrasse à Paris. Mais il y a aussi des différences entre tous les deux. Parce que le père est très triste quand il fait le bilan qu'il a pris Racine. Ça l'attriste. Et d'ailleurs, il a laissé à ce moment-là mourir ses plantes. Alors que la fille, elle, trouve une joie quand elle constate qu'elle a pris racine dans son quartier, d'ailleurs à ce moment-là, sa terrasse à elle est luxuriante, et je pense que c'est une fin qui est extrêmement positive et qui ouvre sur quelque chose d'optimiste. Et alors, moi, j'avais des questions à poser à Dima. Est-ce que tu vois un rapport entre tes études d'archéologie et l'écriture? Le rapport, il est évident, dans le sens où l'archéologie et l'histoire, parce que les deux disciplines sont bien sûr en profond dialogue, la naissance de l'histoire, c'est la naissance de l'écriture. C'est ce qui définit l'histoire. Donc je pense que oui, bien sûr qu'il y a un rapport. Alors dans mon choix de faire des études d'archéologie, il n'y a pas que cet amour de l'écriture, mais finalement j'ai beaucoup plus travaillé sur des textes que sur des pierres. Même si j'ai une formation d'archéologue. Ah, d'accord. J'étais beaucoup plus un rat de bibliothèque qu'un archéologue de terrain. Parce que dans le livre, il y a un tel amour des plantes et de la nature que je me suis même demandé si tu n'étais pas de cette branche de l'archéologie qui étudie les pollens. Non. non, mais j'aurais pu aller jusque-là. D'accord. Non, je me suis plutôt penchée sur les textes anciens. Ouais. D'accord. Et puis alors, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, c'est l'usage de la répétition anaphorique. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est que l'anaphore, peut-être vous vous souvenez de François Hollande dans sa campagne électorale, moi, président de la République, voilà. Eh bien, c'est beaucoup plus poétique chez Dima. Il y a des... Je me permets de vous lire un passage, page 221, c'est vers la fin, et vous allez voir ce que je veux dire. C'est mon quartier que j'appelle maintenant mon quartier. J'aime le fait qu'il soit tout en pente. J'aime la rue de Ménilmontant et la vue sur tout Paris quand je la redescends le matin après l'avoir gravie pour atteindre l'école. J'aime que la rue de Ménilmontant soit difficile à monter. J'aime la rue de la Mare et la rue des Cascades, et j'aime qu'elle s'appelle ainsi. J'aime que la rue du Chemin Vert s'appelle la rue du Chemin Vert, parce qu'elle traversait autrefois des jardins maraîchers.
J'aime qu'il y ait une rue des Maraîchers, j'aime qu'il y ait une rue des Mûriers, une rue des Bluets, une rue de la Plaine, et un passage qui s'appelle le passage du ruisseau de Ménilmontant. Ça ne me fait ni chaud ni froid qu'il y ait à 2 pas de chez moi une rue qui s'appelle la rue du Liban et une autre qui s'appelle la rue des Maronites. J'aime la végétation qui a envahi la voie ferrée de la petite ceinture. J'aime les mauvaises herbes qui arrivent à pousser entre les murs des immeubles et le bitume. J'aime qu'elles arrivent à trouver 1 centimètre carré de substrat pour y planter leurs racines. Oui, j'aime. Et c'est vraiment magnifique. Voilà. Merci. Je veux bien ajouter quelque chose qui est un peu une question adressée à vous deux à la fois, en fait, parce que, alors moi, le plus gros point commun entre les 2 livres, c'est que c'est les 2 seuls de la sélection qui m'ont fait pleurer quasiment tout du long. Mais pour les bonnes raisons, hein. Par émotion, parce que je trouve que toutes les 2, vous arrivez à retranscrire, et dans l'écriture et dans le dessin, du coup, des émotions en tout cas pour moi, d'une extrêmement grande puissance. Et en fait, je me demande à quel point il faut être ému pour faire transparaître une émotion, et à quel point c'est quelque chose qui était intentionnel dans vos processus de... Enfin, moi, je trouve qu'il y a certaines pages par exemple, dans ce roman graphique, si je me trompe pas, ça c'est de la gravure, ou est-ce que je me trompe complètement? C'est un mélange, en fait, j'ai mélangé plusieurs techniques à la fois traditionnelles et numériques. Donc à la base, il y avait des bases de gravure sur carte à gratter, mais que j'ai aussi modifiées. J'ai par exemple rajouté de la couleur numériquement, donc c'est vraiment un mélange en fait entre plusieurs techniques. Et ça c'est fréquent, ce mélange des techniques? Je pense qu'il y a plusieurs auteurs qui utilisent voilà, différentes... Après, je pense que chaque auteur a sa façon à lui en fait de créer. Mais voilà, je sais pas si c'est fréquent d'utiliser. Non mais dans le... Ah oui, dans dans ce le roman roman graphique, graphique. Ah oui, complètement. C'est complètement le process. En fait, souvent j'ai créé le storyboard plutôt au dessin en mélangeant à la fois de la pierre noire, du fusain parfois, ou de la gravure. Et ensuite, j'ai recomposé mes planches en fait souvent de manière numérique. Ok. Et est-ce que c'est fait exprès que ce mélange des techniques, ça fasse des choses qui soient si... Non mais enfin, moi je trouve ça fascinant à quel point, sur la planche que j'ai montrée par exemple, il y a du texte, il y a des dessins, il y a la scène composée qui est centrale et qu'on voit bien, et il y a des petites scènes représentées dans tous les coins de toutes les pages. Et moi je trouve que du coup on peut se laisser guider de manière complètement instinctive et émotionnelle sur cette planche, et ça, pour moi ça véhicule des émotions hyper fortes. Est-ce que c'est le but? Merci beaucoup pour tous ces compliments. Je me dis, waouh. Oui, en tout cas, j'avais une envie vraiment de varier les compositions des planches aussi, ce qui me permettait d'avoir un rythme dans la narration, un rythme graphique en fait, de la même manière qu'un rythme dans l'écriture. En fait, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir du rythme, un rythme graphiquement. Et typiquement dans l'album, par exemple, les planches sur fond noir représentent souvent l'imaginaire d'Amel, le monde fantastique des oiseaux, alors que sa réalité est plutôt représentée sur des pages à fond blanc. J'ai essayé de me donner certains codes. Et ensuite, pour toute cette partie fantastique, les planches que vous avez montrées, typiquement, je me suis beaucoup inspirée aussi des enluminures persanes, puisque je fais vraiment référence aussi à un conte, un poème persan qui s'appelle La conférence des oiseaux de Farida Dinatar, et donc j'avais envie de renvoyer à cet univers. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de minutie, et c'est que chaque élément graphique a aussi une symbolique. J'étais vraiment attachée à la symbolique. Voilà, des éléments, même dans le choix des couleurs. Par exemple, entre le cerf-volant rouge au début, le sac à dos jaune. C'est vraiment des éléments symboliques pour l'enfant en fait, que j'avais envie de mettre en valeur.
passionnant d'entendre tout ça. Je trouve ça génial de rentrer dans l'archéologie du processus de création d'une planche. Et toutes les deux, c'était un premier roman. Et on peut vous demander quels sont vos projets actuels? J'écris. J'écris comme j'ai toujours écrit. Mais je sais que maintenant je suis accompagnée d'une merveilleuse éditrice. Je sais que ça a pris une telle importance pour moi depuis quelque temps que j'investis mon travail d'une autre manière. C'est vrai que je laisse de côté tout ce qui est boulot alimentaire et que je m'investis à fond maintenant dans mon travail. Donc c'est en cours. De mon côté, je travaille, je finalise en fait un prochain projet avec Leslie Perrault, mon éditrice, la même éditrice que sur Les oiseaux ne se retournent pas. Je suis enchantée de collaborer à nouveau avec elle. Merci encore pour tout. Et donc c'est toujours sur le thème de l'enfance. Là c'est plutôt sur le thème de l'enfance et la différence. Donc, finalement, ce thème était aussi présent dans Les oiseaux ne se retournent pas. Mais là c'est un roman graphique qui s'appelle Zaza Bizarre et qui est sur une enfant qui souffre de troubles du langage, de dysphasie plus exactement. Et donc c'est son parcours d'enfant voilà, face aux spécialistes notamment qu'elle rencontre et son évolution aussi avec sa différence. Et c'est une forme un peu particulière puisque c'est un roman graphique qui sera présenté sous la forme d'un journal intime et qui va sortir en septembre, le 8 septembre. Et toi, Colombe, peut-être que tu peux nous dire plus. Moi, je fais une sorte de première version du roman que j'écrivais dans le cadre de la résidence. Ça a été assez rapide finalement parce que comme une bonne élève, la résidence commençait en septembre et j'ai commencé ce livre en septembre et je viens d'achever une première version. Mais je crois aussi que ça a été rapide parce que... mais je serais heureuse de vous entendre aussi là-dessus. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on porte en soi et qui infusent pendant bien plus longtemps que le temps de l'écriture, si bien que finalement les choses viennent, mais elles étaient là avant, remuées, travaillées, et j'ai eu cette impression. Mais il y a eu cette question de l'émotion là, qui a surgi, qui moi m'intéresse aussi dans peut-être un rapport technique à l'émotion, je ne sais pas si on peut dire ça, mais il y a dans ces livres quelque chose de l'ordre de la retenue, comme si toujours ça s'arrêtait pile au bon moment. Et je ne sais pas, vous, je serais intéressée de vous entendre l'une et l'autre sur comment vous avez fait pour... Voilà, parce que... faire ressurgir ces choses qui peut-être vous sont propres, c'est pas la question de la véracité qui m'intéresse, c'est comment l'émotion, à la fois il faut qu'elle soit là, parce qu'il faut bien pouvoir la transmettre, alors par la technique, par les mots, les écrits, le foisonnement de la phrase aussi, mais donc il faut se laisser gagner et prendre dans une émotion et en même temps avoir la distance de l'arrêter juste au bon moment. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Je trouve que sur ce type d'écrit, moi, je trouve que c'est jamais facile, quoi. C'est un petit réglage à trouver en soi. Moi, je ne sais pas si j'y suis parvenue, mais en tout cas, je serais heureuse de vous entendre. Oui, je vais peut-être prendre la parole. Je pense, oui, effectivement, je trouve que c'est... Enfin, déjà, je voudrais dire que j'ai rarement été en rencontre
et ça me fait vraiment très plaisir. J'ai rarement été en rencontre avec un auteur qui a fait un travail qui fait autant écho au mien. Parfois, c'est un petit peu patchworké, les tables rondes, et on ne sait pas trop pourquoi on est là. Et là, c'est vraiment assez, quand même, c'est assez saisissant. Pour ce qui est de l'émotion, de la ressentir et de la transmettre, je crois qu'il y a une mise à distance de l'émotion qui est énorme pendant l'écriture. Et pour ce qui est de la forme, pour la transmettre, je crois que justement, j'utilise souvent cette image du funambule. Je crois que c'est un peu ça l'écriture, où en fait on doit ni basculer seulement dans la maîtrise, dans la technique, même si j'aime pas ce mot, ni complètement dans l'émotion. Et c'est pour ça que moi, par exemple, pour mon roman, on me demande toujours, mais ça doit être un roman qui a été extrêmement difficile à écrire. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce qu'il y avait c'est pas un journal intime. Déjà, c'est un roman, même si, par exemple, dans les paroles, dans la voix de la fille, il y a énormément de moi, mais il y a une distance énorme qui se fait directement dès que je prends la voix d'un homme. Et après, il y a ce petit quelque chose de magique aussi qu'on ne peut pas tellement expliquer. C'est-à-dire que c'est peut-être plus facile pour Nadia de dire comment elle a utilisé ses couleurs, comment elle a mélangé ses techniques. Mais moi, pour ce qui est de la forme que j'y ai mis, c'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail, bien sûr. C'est pas une espèce d'inspiration divine. Je crois pas du tout en ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quand même ce petit côté mystérieux toujours dans l'écriture, où ce n'est que quand on a achevé son travail qu'on prend réellement conscience de ce qu'on a fait. Et moi, pour ma part, c'est là que l'émotion est venue. C'est exactement c'est à ce moment-là. Est-ce que rétrospectivement... Voilà, oui. Là j'ai eu un peu un retour assez difficile, parce que je me suis dit, mais qui a écrit ça? Parce que je me rends bien compte que c'est un roman qui est très chargé. Mais merci aussi d'avoir relevé qu'il y a de la pudeur, c'est-à-dire on s'arrête quand il faut s'arrêter. Et pour ce qui est de la forme... je pense que je ne peux pas dire mieux que ce que Sabine Vespizer répète souvent, c'est-à-dire que la forme, elle est là pour créer du sens. C'est-à-dire ce n'est pas ce qu'on raconte, c'est comment on le raconte. Et là, je vais peut-être démystifier un petit peu, mais une fois le premier jet sorti, il y a un boulot, il y a un travail. Et un travail un peu d'orfèvre, c'est-à-dire on va aller au mot vraiment. Et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur ces répétitions, sur ce rythme assez particulier du livre, c'est évident qu'il est là pour servir le propos, pour servir cette espèce d'enfermement dans lequel on est. Dès le début, tu savais que tu avais adopté un rythme un peu comme ça, ou c'est venu en... Alors, je sais qu'il y a des auteurs qui portent leur livre avant de l'écrire pendant des mois et des années, et qui écrivent en quelques semaines, parfois quelques jours. Moi, ce n'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire que, justement, j'ai besoin que la forme vienne créer du sens. Mais c'est cette narration-là, ce rythme-là, est venu tout de suite parce que le propos s'y prêtait. Parce qu'on est dans un huis clos, parce qu'on est quand même dans quelque chose qui tourne en boucle, dans une évolution qui se fait pas ou qui se fait, mais en tout cas dans une sorte d'enfermement. Et donc ce n'est pas gratuit. C'est venu
assez spontanément. Et puis après, moi, j'ai tiré les fils, je me suis écoutée, quoi. Voilà. Alors moi je dirais que j'aborde pas forcément de la même manière le dessin et l'écriture en fait. Je trouve que c'est vraiment, en tout cas dans ma façon de créer totalement différent. Pour le dessin j'ai vraiment besoin pour le coup d'être dans l'émotion pure, même si après il y a des ajustements techniques. Mais pour retranscrire l'expression d'un personnage, j'ai vraiment besoin de me mettre à sa place dans le moment qu'il vit. Et donc c'est souvent assez dur pour le coup. Et par contre, par rapport au texte, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup plus je l'appréhende avec beaucoup plus de recul. Mais c'est vrai que si j'ai envie d'avoir une expression juste sur un visage en la dessinant, j'ai quand même besoin, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de dessinateurs, ça aide énormément de se mettre dans un état, de se mettre à la place de son personnage, en tout cas. Et après, c'est vrai que pour l'écriture en elle-même, le texte, même si c'est vrai que c'est un livre où il y a beaucoup d'illustrations finalement, et pas tant de texte que ça. Là, c'est vrai que je l'aborde différemment, avec plus de recul, où j'ai pas forcément besoin d'être dans la même émotion. Même si certains poèmes, par exemple, qui sont présents dans le livre, se rapprochaient plus pour le coup de ma manière de dessiner, où là c'est pareil, je me mettais vraiment à chaque fois à la place du personnage. Voilà. Et si j'ai bien compris, se mettre à la place du personnage, c'est aussi passer par le fait d'aller rencontrer des personnes qui ont vécu des histoires de vie peut-être pas semblables, mais similaires. Oui, moi en fait, je me suis rendue dans plusieurs camps de réfugiés. Parce que après avoir écrit l'histoire, même si en fait dans cette histoire il y a une partie liée à mon histoire familiale qui a été traversée par l'exil, et donc il y avait l'idée de faire passer cette mémoire sur la mémoire de mon père notamment, qui est libanais, ou celle de ma mère aussi. Donc c'est vrai qu'il y avait vraiment cette transmission d'une mémoire, mais il y avait aussi le fait de parler d'une actualité qui est celle des mineurs isolés étrangers. Et par rapport à ça, j'avais besoin aussi finalement de vérifier en quelque sorte mes propos et d'alimenter aussi la véracité du récit en me rendant sur place. Donc je suis allée dans plusieurs camps de réfugiés, que ce soit en France ou au Liban. Et ça a aussi vraiment nourri, pour le coup, aussi surtout les illustrations, notamment pour les références graphiques, même si après je les ai transformées, mais j'avais des points de repère visuels, en fait, une matière réelle, où j'ai fait un travail un peu documentaire finalement pour ensuite m'en extraire totalement. Okay. Des questions de... Ben oui, public. Ouais, moi je voudrais bien. Et du coup, vous avez d'abord fait un premier jet, ensuite vous êtes allé vous confronter un peu au terrain, et après vous avez. Du coup, ça a changé un peu le. Non, ça n'a pas changé. La narration, en fait, c'était. Oui, je pense que c'était surtout pour alimenter mes recherches graphiques notamment. Et donc ça n'a pas changé véritablement l'histoire, en fait. Ça m'a juste confortée. Où on parlait de la question de la pudeur aussi, où j'ai vu des choses beaucoup plus horribles, par exemple, que ce qui est présent dans le livre. Et en fait, parfois, ça me paraissait pas forcément adapté à l'histoire et à l'espoir aussi, l'espérance que j'avais envie de transmettre à travers ce livre. Donc finalement, ça n'a pas transformé l'histoire, mais ça m'a conforté dans certains choix. Ok, d'accord. Parce qu'en lisant, c'est vrai que je me demandais si c'était des rencontres qui vous avaient inspiré du coup cette histoire.
Oui, voilà, en parce fait, que je pense que chaque personnage, j'ai rencontré chaque personnage, même si j'ai transformé, mais c'est pas des personnages que j'ai rencontrés dans les camps de réfugiés pour le coup. Mais oui, du coup, c'est une fiction inspirée d'une réalité. Alors ma question c'est pour vous deux, c'est en gros, à quel moment, j'ai toujours trouvé ça fascinant dans les romans, à quel moment en fait on se détache du narrateur ou quelle est la partie de vous qui est dans le narrateur ou la narratrice? Je sais pas si ça se comprend ma question. Je pense que vraiment, pour ma part, ça a été quand on m'a arraché la copie des mains. C'est fini. Alors après, il faut beaucoup de temps pour mettre à distance ce qu'on vient d'écrire, mais la vraie coupure, elle est là. La vraie coupure, c'est de dire stop, c'est d'avoir quelqu'un d'extérieur qui nous dit ok, ben là ça y est, c'est vraiment fini. Parce que je pense que j'aurais été capable de traîner encore quelques mois en me disant mais ça c'est peut-être pas tout à fait. La deuxième étape vraiment, c'est la rencontre avec les lecteurs. Mais finalement les deux choses sont extrêmement liées. C'est-à-dire que quand le livre est publié, il est publié pour ses lecteurs. Et donc il y a eu cette étape-là de la publication, et puis les premières fois où j'ai commencé à échanger avec des libraires ou des auteurs, et là c'était vraiment devenu un objet littéraire. Ce n'était plus ce tête-à-tête qui est quand même ultra spécial entre l'auteur et son œuvre. C'est quand même une entreprise très très solitaire. Donc on sort un peu de sa grotte et puis en fait on se rend compte que l'ouvrage n'est plus à nous. C'est-à-dire que maintenant Mauvaises Herbes, ce n'est plus mon livre, ce n'est plus que mon livre en tout cas. Et c'est il y a une espèce de douce nostalgie, mais en même temps une joie immense de faire ce constat-là, de se dire il n'est plus mien. Et c'est vrai que je regardais tout à l'heure avec Sabine, je lui disais c'est marrant, l'écume des jours et l'étranger sont à côté l'un de l'autre. Et ils font partie des premiers livres qui m'ont bouleversée ado. Et je ne sais pas à quel point l'étranger appartient à Camus. Donc plus un livre voyage, et je pense, et moins il appartient à son auteur. Et donc cette mise à distance-là, elle s'est définitivement faite à ce moment-là, au moment où j'ai commencé à avoir des gens qui m'en parlent, des libraires qui m'en parlent, et où j'ai imaginé le livre sur une table de chevet, et ça y est, il n'était plus mien. Et ça, jamais dans l'écriture même, ça n'arrive, ce mouvement de recul Pour moi, non. Quelqu'un pourrait le lire, de projection quand même. Non, par contre, quand je l'ai achevé, j'ai ressenti une urgence absolue à m'en détacher, c'est-à-dire à le faire lire. Oui. Parce que ce n'est que par ce moyen-là que le détachement se fait. Et c'était vraiment très urgent, c'est-à-dire j'ai mis mon point final et j'ai fait maintenant, il faut qu'il parte, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte du salon, quoi. Et je l'ai vraiment pas fait beaucoup lire. Et voilà, ça a été très vite. Ça a été très vite et tant mieux. Et c'est vraiment un réel plaisir. Et c'est une grande émotion, ce départ-là. Et je pense d'autant plus pour un premier roman. Même s'il y a eu un spin après.
enfin, c'est peut-être bateau ce que je vais dire, mais ça fait un petit peu penser quand même à la naissance d'un enfant. Je sais pas, j'aime pas trop cette comparaison-là. Parce que ça n'a rien à voir, mais oui, c'est quelque chose qu'on porte en tout cas, et qui nous quitte. Oui. Ouais. Donc peut-être qui vit sa vie. Voilà, qui exactement. prend son indépendance en fait. Voilà, voilà, c'est ça, qui nous dit bon maintenant, puis Mauvaise Herbe, il porte bien son nom parce qu'il a été adulte très très vite, quoi. Il a fait ok, ça y est, je m'en vais. C'est cette séparation, en fait, aussi entre deux temps. Enfin, ce temps où on est avec son texte, sorte de communion, on y revient. Alors, je sais pas quoi, c'est souvent assez quotidien, on l'a en tête, et puis à un moment, c'est fini. Et il peut y avoir une sorte de regret. Je ne sais pas si c'est un regret. Je ne pense pas, mais il y a une sorte de mélancolie en tout cas. Nostalgie. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Puis comme je le disais tout à l'heure, moi, pour ma part, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce que j'avais écrit. Oui. Donc, c'était... Vu que c'était pas un arlequin, c'était assez difficile enfin, je veux dire, les mots, ils revenaient en permanence et j'étais complètement habitée par mes deux personnages. Et vous savez, l'application Notes de mon téléphone était remplie de notes, quoi. C'est-à-dire que j'écrivais en permanence. J'écrivais pas seulement les quelques heures où j'étais assise sur la table. J'écrivais dans la rue, sur le téléphone. Je me couchais la nuit et le soir. Donc voilà. Pendant combien de temps? Alors, pendant combien de temps? Je crois que j'ai mis à peu près 7 mois. Du début à la fin. Mais disons 9 mois avec 2 mois de coupure totale. 7 mois de travail. Et comme dans le livre, sur les tables de café, Non. etc. Non. Non, je suis un vrai terroriste chez moi parce que quand je travaille, il faut pas que quelqu'un ouvre la porte. Non. Par contre, dans la rue, dans les transports, au café, c'est le petit calepin. Ou quand j'ai pas mon calepin sur moi, je vous dis en marchant carrément le téléphone. C'est-à-dire que quand je commence à être habitée, et ça met du temps, c'est pas tout de suite en général, c'est jamais aux premières pages. Mais on sent dans le livre qu'il y a tout un rituel autour de l'écriture quand même. Oui, hein. Le café, la liasse de feuilles, enfin il y a quelque chose une entrée dans une espèce de rite, oui, pour écrire. Oui. Et dans la solitude. Oui. Et je pense en plus que c'est pas très original. Non, mais enfin c'est cette façon de se concentrer finalement. Oui, c'est un départ pour moi quand j'écris. C'est un voyage. Je ne suis plus du tout dans le monde. Et je pense que peut-être qu'on écrit un petit peu pour ça, pas que pour ça, mais un peu pour aller ailleurs, je pense. Mais c'est vrai que l'expérience de la solitude, elle est vécue comme quelque chose de créateur finalement. C'est pas du tout pénible la solitude. Alors c'est les deux. C'est les deux. C'est les deux parce que on sent bien que le père est très solitaire par choix. Oui. Mais je pense que quand même il est exilé et il est marginalisé. Il n'est pas seulement marginal, il est marginalisé par les autres, vu qu'il n'appartient pas à ces camps qui se forment. Et je pense que la fille, elle dit qu'elle cherche la solitude, mais je pense qu'elle en souffre beaucoup. Passage de relais, Nadia. Toutes ces questions. Il y a eu beaucoup de questions en une seule. Non, mais je rebondirai sur les juste précis par rapport au. Donc, moi, j'ai adoré ce que je trouvais le livre de Dimon. Et
voilà, j'ai vu beaucoup d'échos, comme tu disais tout à l'heure. Et justement, j'ai trouvé les personnages tout en finesse aussi, dans la mesure où voilà, la petite fille, par exemple, qui regarde son père comme un géant, on sent aussi que c'est un géant fragile. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de subtilité, finalement, de nuances, et même entre ce que les personnages écrivent, en fait, finalement, et on sent en même temps ce qu'ils pensent. J'ai trouvé ça très fin. Et sinon, pour répondre par rapport à la question de la mise à distance, je pense que c'est vraiment le regard du lecteur, à partir du moment où et c'est vrai que ça m'a fait un choc, notamment avec quand je suis allée au calage, en fait, pour caler les couleurs du livre, et que j'ai vu les impressions des planches. Là, je pense que je me suis vraiment rendu compte ça va être transmis, mais non. Pour l'instant, j'étais dans une sorte de duo avec Leslie, mon éditrice, et j'avais son regard. Voilà, mais c'est là un peu où je me suis rendu compte finalement de l'ampleur de ce que je faisais. Et puis finalement, j'ai pas eu vraiment de mal à le mettre à distance, en fait. Après, c'est aussi peut-être parce qu'il existe d'autres formes autour du projet, notamment un spectacle. Donc en fait, finalement, il vit déjà aussi par l'intermédiaire d'interprètes. Donc j'ai peut-être... voilà, j'ai pas eu vraiment ce choc de la rencontre. De la mise à distance, en tout cas. Et je me permets de rebondir. Comment artistiquement on crée le chemin dans sa tête en se disant je parle d'une histoire triste, mais j'essaie de la rendre belle. Parce que comme on disait, c'est quand même une histoire assez intense. Je pense que avec les images, avec le toucher, les sensations qu'on ressent en feuilletant, il y a quand même ce côté douceur, ce côté beauté, qui rend l'histoire moins triste, qui rend l'histoire un peu plus, je sais pas, fleurie, que j'aurais dit quoi. Comment artistiquement on se dit, bon voilà, je vais parler d'une histoire un peu compliquée, et comment je l'adoucis, comment je la rends un peu plus belle et un peu plus romantique un peu. Alors c'était pas du tout mon intention de l'adoucir, en fait. Donc ça va être dur de répondre à la question exactement. En fait, je me suis pas dit je vais écrire une histoire triste que je vais rendre belle. Moi j'avais vraiment besoin de parler de ce sujet de l'enfance et de l'exil, de l'enfant exilé, et j'avais envie de montrer qu'il existe des parcours d'exil qui, notamment par l'art ou la musique, en l'occurrence avec Amel, peuvent arriver, peuvent transmettre aussi de l'espérance, de l'espoir, mais je n'avais pas cette intention, ce but-là. J'étais plutôt concentrée sur les personnages, en fait, et l'histoire que j'avais envie de raconter. Mais c'était pas forcément un leitmotiv d'adoucir les choses. Okay. Après, c'est ma manière de dessiner ou d'écrire. Je pense j'ai un énorme besoin de poésie, mais même dans ma vie de tous les jours, en fait, je me recharge à la poésie. Donc je pense que c'est ma manière de créer, et et donc oui, il y a des belles images parce que j'aime le beau, en fait, de manière générale. Mais c'était pas du tout pour adoucir. D'ailleurs, on sent que le noir les dessins sont aussi très il y a le noir et c'est clair que le livre. C'était plutôt une façon de parler aussi de l'enfance, parce que finalement, tout cet imaginaire fantastique, onirique autour des oiseaux permet aussi de rentrer dans son imaginaire à elle et d'avoir son point de vue à hauteur d'enfant, et c'est ce qui m'intéressait. Et combien de temps ça a pris conception, réalisation Du coup, j'ai commencé à écrire en 2016. J'ai écrit, je fonctionne de façon assez classique, c'est-à-dire que j'écris d'abord le texte, qui était beaucoup plus long que dans le roman graphique actuel, puisque en fait, j'écris souvent,
l'histoire de chaque personnage à la première personne en me mettant un peu à leur place, ce qui me donne toute la matière aussi. Et j'avais divisé par contre en chapitres qui sont les mêmes, les 7 chapitres du roman graphique. Et ensuite je commençais à dessiner. Et donc le dessin, enfin le roman graphique en lui-même, ça a pris un peu moins d'un an, toute la phase dessin, mais l'écriture, voilà, ça s'est étalé aussi dans le temps. Et c'est vrai que c'est une histoire que j'avais envie de raconter aussi depuis longtemps. Donc oui, voilà, ça fait très longtemps en même temps que je la porte, même si finalement la phase exécutive, on va dire, a pris moins de temps. Tu parlais d'un spectacle à propos de... Oui. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus? C'est un spectacle de théâtre, j'imagine? C'est un spectacle, alors il y a des projections en fait des planches de la bande dessinée. Et ensuite, il y a 4 interprètes sur scène, donc un joueur de oud qui est d'origine égyptienne qui s'appelle Mohamed Abozekri, un pianiste Ludovic Apoudjan et 2 interprètes, Negar Hachemi qui est d'origine iranienne et qui porte le texte en français et en persan, et Maya Sambar voilà, qui porte le texte principalement en français mais qui chante aussi en arabe. Donc c'est un spectacle, on assiste un peu, c'est entre le spectacle et le concert dessiné. Et je viens plutôt de la mise en scène en fait, et de la réalisation d'animation, d'où cette volonté dès le départ d'en faire à la fois un spectacle et un livre. Et moi j'avais vu que les dates elles étaient prévues mais pendant le confinement, donc j'imagine que c'est reporté. Oui, du coup c'est reporté. Il y a des séances bientôt? La plus proche d'ici, ce sera au Lila, au théâtre Guillard de Chasse en janvier. Il y a une date, ça m'intéresse. Il y a une date fixée. Il y en a une. J'ai peur de dire une bêtise. Je crois que c'est le 16 janvier, mais je pourrais vous confirmer parce que j'ai 16 ou 21 janvier. J'ai plus toutes les dates en tête. Plusieurs dates. Et Mauvaise Herbe aussi sera joué. Au théâtre? Je sais, tu te rappelles des dates, Sabine? Ça va être au Havre, hein. Ouais, ça va être au Havre par contre. En octobre. En octobre. Ah ben, il faudra nous tenir au courant. C'est une lecture? Alors, ils sont en train de bosser. Je pense que ça sera pas évidemment tout le texte, mais ça sera un peu plus qu'une lecture. Il, c'est quoi, des comédiens? Oui, des... oui. C'est il n'y a pas de musique Je ne pense pas. Ils sont en plein boulot. Trop bien. Le 16 octobre. 16 Dans octobre. le cadre du festival Le Goût des mots. Voilà. Alors moi si... Ah non, pardon. Laisse la parole. Moi j'ai déjà parlé beaucoup. Vous avez pour un roman graphique une référence, notamment pour, j'ai bien compris, d'un ouvrage. Non, pas pour les illustrations, pour le... En fait, la petite fille dans son imaginaire part dans le monde des oiseaux, et c'est ce monde-là en fait qui comporte beaucoup de références à la mythologie persane, la huppe notamment, et c'est inspiré donc de ce poème de Farid ad-Dinatar qui s'appelle La conférence des oiseaux. Donc pour en parler brièvement, ça raconte l'exil de 30 000 oiseaux qui vont traverser 7 vallées pour aller à la recherche de leur roi ou de leur reine, puisqu'en persan il n'y a pas de genre, qui s'appelle le Simorgue, et qui vont s'apercevoir à la fin du voyage que ce roi ou cette reine n'est autre que le reflet d'eux-mêmes. Donc c'est une vraie quête d'identité, c'est un conte initiatique. Et les oiseaux traversent plusieurs vallées, la vallée de la recherche, la vallée du dénuement. Et donc je me suis aussi inspirée de cette trame pour le parcours d'Amel en fait. Et c'est un poème qui est très connu au Moyen-Orient.
voilà. Et pour la recherche graphique, vous aviez des choses en tête ou Alors, dans l'univers graphique, oui, il y a plusieurs. Alors, souvent, elles ne sont pas signées, mais tout l'univers des enluminures persanes ou des enluminures orientales, je m'en suis beaucoup inspirée, notamment voilà, par exemple, dans l'illustration de la couverture avec les enluminures, c'est inspiré de motifs qui ont différentes symboliques. Voilà, que ce soit en Iran ou dans d'autres pays. Juste une dernière question, toujours dans le livre, mais du coup, vous avez un travail de documentation préalable, c'est-à-dire vous proposez, je sais pas, un catalogue d'images, de référentiels, de couleurs et de motifs, ou c'est plutôt observer, regarder ce qui tombe sous la main, vous avez une direction précise, vous travaillez comment cette phase préparatoire Là, du coup, j'ai beaucoup étudié le texte pour le coup de la conférence des oiseaux, donc le texte poétique, parce qu'il y a, en plus, il y a plusieurs interprétations, il y a beaucoup d'interprétations. Donc j'ai eu un long travail de recherche documentaire sur ce texte, notamment sur la symbolique de la huppe, la symbolique des différents oiseaux dans ce texte. Donc après, même si ça... Enfin, des fois, c'est juste par les illustrations où on voit des symboliques et où celui qui connaît le texte peut comprendre ses références. Mais du coup, je me suis vraiment beaucoup documentée. Et par rapport aux enluminures persanes, en fait, c'est pareil. En fait, ce texte, par exemple, a été illustré. On trouve beaucoup de références voilà, dans un côté plus enluminure qui sont très colorées. Mais oui, j'ai beaucoup d'auteurs et d'artistes qui m'inspirent aussi. Je pense aussi à toutes les estampes japonaises qui m'inspirent beaucoup. Un artiste aussi comme Jakuchu, avec le royaume coloré des êtres vivants, qui a fait une magnifique représentation d'oiseaux, même si c'est tout en couleur, dans le souci de la minutie, du détail. Voilà, toutes ces références m'inspirent beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu voulu leur rendre hommage, mais chaque chapitre s'ouvre sur une citation aussi d'un poète ou d'une poétesse. Et donc toute cette poésie, notamment orientale, m'a aussi beaucoup nourrie dans l'écriture du projet. Moi j'avais une question, mais qui n'a pour le coup pas... Je ne sais pas si ça a à voir avec le processus d'écriture ou de création artistique, mais en fait dans les deux livres, les personnages féminines, les deux jeunes filles qui deviennent des jeunes femmes, le passage de l'enfance à l'âge adulte, il est soit symbolisé par une seule image dans le roman graphique, soit assez accéléré au niveau des dates. Et je me demande, est-ce que c'est parce que, en fait, ces enfants sont déjà des adultes par leur histoire de vie, au final, que c'est autant accéléré? Donc, ça se voit très bien dans une image, là. Oui, c'est cette image. J'ai marqué d'un post-it, avec minutie. Oui, peut-être pas devant. Tout à fait. Vous présentez aussi le livre de Dina. Oui, bien sûr. Le seul, je crois que la seule chose, la seule différence qu'elle mentionne et qui nous fait comprendre qu'elle passe, à part les dates, bien sûr, qu'elle passe de l'enfance à l'âge adulte, elle dit qu'elle a maintenant un déodorant. Oui, c'est ça. Mais et sinon, parce qu'elle sera bientôt une femme. Voilà, donc elle se dit... mais sinon, oui, bien sûr. Et puis la voie narrative, elle est complètement, on est déjà complètement dans une, même si c'est une petite fille, on sent qu'elle a une maturité complètement extraordinaire pour son âge. Et bien sûr, dans le roman de Nadia, c'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, elle est déjà à une frontière toute seule à, je sais pas, 8 ou 9 ans, non? 10 ans? Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, bien sûr, c'est des accélérateurs. Les milieux hostiles
les milieux hostiles dans lesquels ces deux personnages grandissent leur volent leur enfance. Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. Et est-ce que ces deux personnages qui n'ont pas une enfance comme les enfants devraient avoir une enfance, est-ce que dans la manière dont vous avez écrit ces deux livres, ça aurait pu être des garçons? Je pense, ouais. Ouais. Ok. Oui, je pense. Mais j'avais moins envie de tenir à distance la fille que le père. Et non, en fait, finalement, je pense pas. Je pense pas que ça aurait pu être un garçon. Parce que l'histoire d'amour qu'il y a entre le père et la fille, parce que ça reste quand même une histoire d'amour, ce roman, je pense qu'elle n'aurait pas du tout été la même dans une relation père-fils. On aurait été dans quelque chose de complètement différent. Et le côté maternant qu'elle a avec lui, qui est quand même complètement dingue, je pense pas du tout qu'on aurait eu... enfin, ça aurait pu, mais ça aurait pas été le même roman. Il y a la figure du petit frère, quand même. Oui, bien sûr. Ouais. Et il y a une grande tendresse, d'ailleurs, entre les deux. Oui, bien sûr. En fait, elle cherche à protéger tout le monde en permanence. Et elle s'épuise. Oui, elle s'épuise un peu, c'est vrai. Et on dit souvent vos personnages secondaires. Je ne sais même pas si on peut les appeler personnages secondaires et je suis pas très d'accord. Non. Parce qu'en fait, ils sont par dose homéopathique, mais ils ont leur importance. C'est juste que c'est pas le propos. Voilà, y compris la mère, par exemple. Bien sûr. Dont on sent que, même si on ne parle pas beaucoup d'elle, c'est quand même... c'est une femme solide qui tient sa famille fermement. Oui, bien sûr. Et puis elle est surtout... Le frère et la mère sont adorés. Oui. Aussi bien par le père que par la fille. Bien sûr. Donc ce n'est pas une espèce de choix affectif. C'est juste que c'est pas le propos. Et il y a aussi le personnage de l'amie Sandrine. Bien sûr, qui est essentiel. Aussi. Qui est essentiel, qui est une autre perte. Oui, bien sûr. L'héroïne aurait pu être... Ça aurait pu être un garçon. Non, je pense pas, même si pour le coup, je me suis beaucoup inspirée d'un personnage masculin pour construire cette héroïne, mais non, je pense pas que ça aurait pu être un garçon. Enfin, j'avais envie de... Non, enfin, pour moi, c'était... Quand je l'ai pensé, quand je l'ai écrit, c'était une petite fille. Après, par contre, évidemment, il y a des garçons qui vivent la même expérience qu'elle, mais et pas totalement, parce que typiquement à Paris, enfin, les dangers auxquels elle est confrontée, et même dans la force enfin, elle a un peu cette injonction de ne pas pleurer. Enfin, je trouvais aussi ça fort. D'ailleurs, enfin, pareil, ouais. Qu'elle s'impose à elle-même, et je pense que c'est le garçon qui pleure. Et voilà, pour plusieurs choses. Ouais, elles sont extrêmement solides, les deux filles, en tout cas. Elles sont vraiment costauds, je trouve. Mais là, par exemple, l'héroïne se moque beaucoup des petits caïds de sa classe qui, dès qu'on entend une bombe, se mettent à pleurnicher, ont la morvonnée, et attendent leur papa et leur maman. Mais je crois qu'elle prend beaucoup sur elle. Oui. Il y a un moment qui m'a énormément marquée dans ce livre, parce que dans mon travail, moi je travaille beaucoup avec des personnes sans domicile, et c'est le moment où elle rencontre une personne extrêmement marginalisée et qu'elle se rend compte, elle traduit ce que la société fait aux personnes marginales, et elle se rend compte ce qu'elle a vécu, elle, enfant, juste dans une salle de classe, qui est pas ce qui est... la salle de classe qui est quand même un peu importante dans le livre, alors que... Oui, en fait, elle dit « j'ai enfin compris la punition parce que la punition de la maîtresse, que la maîtresse, pour la punir, quand elle n'était pas attentive, la mettait toute seule sur une table. Chose qu'elle adorait parce qu'elle cherchait tout le temps à fuir, elle cherche tout le temps à fuir les autres.
Elle est extrêmement solitaire, donc elle se pose la question de pourquoi cette punition. Et c'est vrai que cette image du sans-abri qu'elle découvre finalement, qu'elle ne connaît pas comme violence, c'est pour ça que ce roman n'est pas du tout un roman sur la guerre. Cette image du sans-domicile avec qui elle discute finalement, et qui est tout seul, mais vraiment tout seul. C'est la première fois finalement, je crois qu'elle voit quelqu'un vraiment tout seul. Oui. Et il lui dit d'ailleurs qu'il n'a pas de famille. Et elle se dit, bon, on est dans un pays riche, mais ni il le chasse, ni il l'aide. Donc elle essaye un peu de réfléchir au pourquoi. Et elle dit, en fait, c'est pour le laisser en exemple. Oui. Pour pousser les autres à... Voilà, c'est un épouvantail. Pour dire, bon, ben, faut bien suivre les règles, sinon... voilà ce qui risque d'arriver. Enfin, en tout cas, c'est son interprétation de très jeune adolescente. Et donc, elle dit qu'elle comprend enfin la punition de la maîtresse. C'était en fait pour faire peur aux autres élèves. L'école apparaît vraiment comme... Ah, c'est le cauchemar. Le cauchemar. Là, je crois que j'ai mis beaucoup de mois. Aussi bien à Beyrouth qu'à Paris. Hein. Oui, mais elle est très brillante. C'est le comment dire, c'est l'espèce de microcosme de ce qui se passe dehors, finalement. Oui. Parce que qu'elle soit devant son immeuble ou à l'école, ils viennent lui demander de la même manière de quelle confession elle est. On la met à l'écart de la même manière. Tout le système de... En fait, c'est une élève qui est extrêmement sage. C'est juste qu'elle est ailleurs et elle est punie en permanence. Donc, elle dit, je ne suis pas punie pour ce que je fais, je suis punie pour ce que je suis. Et donc, oui et non, elle est pas... Enfin, ça, c'est en plus du fait que je pense qu'elle n'est pas très rassurée de laisser ses proches sans elle. Oui. Elle a cette espèce de peur qu'il arrive quelque chose parce qu'elle veille vraiment beaucoup sur son frère. Dans le chapitre où elle est en bas, elle dit au bout d'un moment, je peux pas laisser mon petit frère tout seul, il faut que je monte. Et oui, donc l'école apparaît effectivement. Je sais que pour certains professeurs, ça doit être terrible de lire ces chapitres-là. Et même le père, il dit bon, elle peut quitter l'école, de toute façon, elle aura son bac. Ah non, mais le père, c'est un anarchiste, c'est un libertaire pur. Oui. C'est-à-dire qu'il s'en fout de ses notes, il surveille à peine ses devoirs, il est vraiment pas du tout convaincu à qui il la confie, parce qu'il se dit que ce à quoi on la prépare dans ce pays-là, il n'est pas convaincu que de la justesse du propos de cette société-là. Et oui, il est vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais il a une totale confiance dans les capacités de sa fille, de toute façon. Oui, parce qu'il le sait. Il le sait qu'elle est brillante. Et je pense qu'il est tellement... Je dis souvent que le père, on l'aurait mis ailleurs, dans un pays occidental, en paix, il serait né sous une autre étoile complètement. Ça aurait été une mauvaise herbe pareille. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu ce mélange explosif de la mauvaise herbe dans un milieu hostile, mais ça aurait été un pur libertaire de la même manière. Ce n'est pas les effets de la guerre civile, ce n'est pas la guerre civile qui le rend aussi, aussi singulier et aussi inadapté. Je pense qu'il aurait été inadapté, parce que je suis désolée, je prends juste quelques minutes, parce que vu que ce roman n'est pas un roman sur la guerre, en fait la violence que ce roman-là raconte, ce n'est pas la violence de la guerre, c'est la violence tout court. Et cette violence-là, on a quand même la moitié du roman qui n'est pas du tout dans un pays en guerre, et qui est la partie la plus tragique du livre. Oui, en particulier l'autodestruction. C'est ça, en fait, on n'est pas seulement dans les conséquences de la première partie,
on est aussi toujours dans un monde violent. Que ça soit à Beyrouth ou à Paris, elle n'y trouve pas sa place et le père non plus. Et dans Les Oiseaux, c'est presque un peu un miracle en fait qu'elle trouve sa place, elle, dans le monde violent qu'est Paris. Il y a on dit il y a des hasards de rencontres qui sont assez fabuleux pour qu'elle ne retombe pas dans un cercle de la violence. Ben, Elle en le tout fait cas, elle a un un peu. peu le même choc en arrivant à Paris, en voyant des personnes dans la rue qu'elle appelle les invisibles. Et elle a cette peur de devenir elle-même invisible. Donc c'est vrai qu'il y a un choc violent avec son arrivée à Paris, mais finalement, enfin, voilà, moi je pense quand même qu'il y a des personnes qui s'en sortent et que c'est pas forcément un miracle en fait. Ok. Enfin, je vois pas ça non plus comme un miracle, mais voilà. J'ai une question pour Dima. Il y a une belle description de Paris dans le livre, et notamment la rue Mouffetard. Donc toute cette zone-là, moi j'ai eu, mes premiers jours en France, j'avais un très bon ami qui habitait dans cette rue, et du coup en lisant cette partie, je me retrouvais, je voyais les lieux, je voyais la rue, je voyais vraiment tout. Et ma question c'est, en tant qu'auteur, est-ce qu'on choisit déjà ces lieux parce que c'est des lieux qu'on fréquente, c'est des lieux qu'on connaît, ou on crée un lieu et après on fait une recherche sur ce lieu qu'on essaie de retranscrire? Les deux. Les deux, il y a des lieux connus, il y a des lieux moins connus, et il y a toujours, vous savez, même dans la fiction la plus totale, moi je crois que l'auteur met toujours une énorme partie de lui-même. Et parfois, comment dire, à sa grande surprise. C'est-à-dire, ce n'est même pas toujours voulu ni maîtrisé. Il y a aussi bien de la poésie que des démons, que des violences qu'on porte et qu'on ignore, que des souffrances, que des joies. Il y a vraiment... c'est vraiment une aventure... comment dire, c'est un peu un saut. C'est un saut, c'est vraiment cette figure-là, je sais pas, c'est quand que je l'ai utilisée, mais il y a pas longtemps. Moi, j'ai l'impression de sauter à tous les jours quand j'écris. C'est un saut dans le vide, en fait. Et je trouve que... je trouve que cette expression que tu as employée d'engagement poétique est très belle. Je crois qu'il y a un vrai engagement. Parce qu'en fait, déjà dans la description des lieux, et il faut aussi voir que les lieux ils changent avec le temps. Et dans cette description, moi j'ai vraiment l'impression que c'est une description de ce lieu, mais à ce moment-là en fait. Oui. C'est-à-dire si on va au même lieu aujourd'hui, c'est pas exactement les mêmes choses qui se répètent là. Donc c'est assez intéressant de se dire. Oui, bien le sûr. regard de l'auteur de se non, dire, bien sûr qu'il faut faire attention aux dates, il faut faire attention à pas glisser des erreurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi j'ai vraiment fréquenté ce lieu-là et à la lecture de ce passage, je me voyais à ces endroits et la rue exactement. Je dis n'importe quoi, le fleuriste qui est à tel endroit, le marché qui est là, la sortie de métro, Oui, etc. et d'ailleurs, par exemple, au Jardin des Plantes, le banc qui est sous le sakura, sous le cerisier du Japon. J'y suis allée il y a pas longtemps. Maintenant, il y est plus et il y a un grillage autour pour protéger l'arbre. Donc oui, effectivement, si j'avais situé mon action en 2020, ça aurait été complètement... oui, ça n'allait pas. Okay. Oui, bien sûr. Et puis le café dans le Luxembourg aussi. Oui. Il y a des voilà, choses exactement. très précises. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, il y avait, je sais pas il y avait un terrain de basket juste en face de ce café. Et plusieurs personnes de ma génération, on passait tous les après-midi d'été à jouer là. Et on pouvait se poser sur le café. Donc il y avait vraiment... mais c'est des lieux qui ont changé avec le temps, quoi. Donc du coup, c'est extraordinaire de voir cette description, mais dans le temps, à ce moment-là, quoi. Oui, il faut faire très attention aux lieux et aux dates, oui.
Oui, comme quoi la poésie, elle ne naît pas du vague, mais elle naît du précis, du fouillé. J'avais une question parce que moi j'ai pas passé l'expérience, mais surtout j'ai été saisie par que malgré le changement de narrateur et d'époque, vous avez une capacité à vous projeter dans un espace. Et je trouve que du coup, ça c'est pas en graphique, mais la lecture est très photographique. Oui. C'est-à-dire la même chose avec des scènes très détaillées dans votre graphique à moi. Mais du coup, j'avais une question par rapport à votre processus d'écriture. Vous avez des images et vous écrivez. Comment vous vient l'histoire? C'est-à-dire des flashs, des photos, et donc du coup, vous faites une narration autour. C'est un peu l'impression que ça donne, ou est-ce que vous avez un flot d'images que vous êtes obligé Oui. et d'encadrer? Oui, déjà, merci pour votre lecture parce que je trouve effectivement qu'il y a quelque chose qui est presque pictural, moi, en tout cas avec la distance maintenant que j'ai pris par rapport à mon roman. Je trouve que on dirait des arrêts sur image, on dirait des tableaux. Et j'en avais pas du tout conscience. Si la question est comment j'ai fait, je n'étais même pas, enfin, j'en avais vraiment pas conscience. Mais bien sûr que l'image et donc l'imaginaire, c'est quelque chose qui est extrêmement riche pendant qu'on écrit, et pas seulement pendant qu'on écrit, c'est-à-dire qu'on est en train de noircir des pages. Parce que moi, une fois que je suis vraiment habitée par mes personnages et que je suis au cœur du processus d'écriture, j'écris en permanence dans ma tête. Et j'écris en permanence, ça veut dire que j'ai des images en permanence. Bien sûr qu'il y a des images, mais je ne sais pas s'il y a plus d'images que de mots, et je ne sais pas si on peut séparer les deux. Ce que je trouve intéressant dans votre narration, c'est-à-dire qu'on a... alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais par rapport à l'enfance, on a des regards en fait, qui sont très serrés. Alors pour le début, je pense qu'on est du côté de la main du père. Hein, oui. Et on voit cette petite main dans cette grosse main, ou l'inverse, on ne sait pas qui tient qui, et puis plus elle grandit, et on a l'impression que le spectre s'ouvre. Hein, c'est-à-dire que on dézoome. Les scènes en bas de chez elle, avec ce gardien, et on a du mal à voir le paysage qui est autour, et puis après quand elle repart plus grande avec son père, elle se promène, et là on voit la mer, on voit Paris, voilà les scènes qu'on connaît, et je trouvais ça assez... alors je sais pas si c'est volontaire ou si c'est justement des souvenirs que vous avez, ou je sais pas, mais il y a ce scope qui colle vraiment à l'enfant qui grandit et qui devient adulte avec oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est cohérent et que ça sert le propos, parce que en fait tout est parti de cette première scène. C'est-à-dire cette première scène, moi, de la main qui accroche le doigt, je la portais vraiment en moi depuis des mois avant de commencer à écrire. Et c'est vrai qu'on a l'impression de voir les choses à hauteur d'enfant. Oui. En tout cas, quand c'est la fille qui parle. Et effectivement, on dézoome petit à petit. Et c'est complètement en adéquation avec le fait qu'elle grandit, oui, bien sûr. Mais ce souci du détail, qui est assez poétique aussi, parce que c'est les deux personnages sont des poètes, et je pense qu'il n'y a pas de poésie sans souci du détail. C'est-à-dire, on peut pas... il faut vraiment regarder les choses presque... on a l'impression de regarder presque les choses au microscope, ouais. Je trouve, dans les poèmes. Et d'ailleurs, les deux contacts des mains, ils sont décrits de façon tellement précise, même le petit bout d'ongle qui manque, ouais. Enfin, c'est vraiment très fouillé. Oui, et
en réalité, quand on passe énormément d'années, quand on y pense, à tenir la main de nos parents. Beaucoup d'années. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose, c'est un souvenir qui est très archaïque. Et ce toucher-là, et ces détails-là, enfin, je pense que chaque enfant doit connaître parfaitement la main adulte qui tient, que ce soit les grands-parents ou si jamais si jamais il a perdu ses parents, la mère, le père, je sais pas, mais en tout cas l'adulte, on passe quand même une dizaine d'années à faire ça. Enfin, moi, ma fille qui a 11 ans et demi, ça lui arrive des fois encore de le faire et de se rendre compte que, bon, c'est... surtout quand on s'approche de l'école. Moi, c'est exactement. Moi, j'ai bien aimé cette description parce que moi, j'ai une fille, donc ma fille, elle a 5 ans. Et toutes ces premières années, quand je l'amène à l'école, elle me tenait un doigt, vu que je suis grand et tout. Et donc, j'avais vraiment complètement cette description. Même elle a 5 ans quand je vais à l'école. En fait, elle m'attrape le doigt comme ça et on part, quoi. Et donc, du coup, c'était quand même intéressant de voir la description vue de cet angle-là. Parce que de l'angle d'adulte, c'est bon, l'adulte qu'on tient son doigt, mais de voir ça de vue de bas vers le haut, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai un peu la même question pour votre romographie. Du coup, les images, vous avez d'abord écrit une histoire et ensuite illustré. Vous avez quand même des visuels qui vous viennent et ensuite vous déroulez la narration. Oui, j'ai beaucoup d'images en tête, même peut-être un peu trop. Donc je dois faire des choix ou des avancées. Mais oui, j'ai principalement des images en tête, en fait, même en écrivant du texte. Voilà. Du coup, on imagine du papier découpé qui c'est très... ça peut être, c'est pas forcément du dessin pour le coup, par contre ça peut être aussi un regard par exemple, ça peut être un détail, une plume par exemple dans le cas des oiseaux, ça peut être vraiment un détail ou au contraire un plan très large. Et je pense que je suis aussi un peu déformée entre guillemets par cet aspect réalisation ou mise en scène, où du coup j'ai un peu tendance à penser les choses en plan, peut-être. Et voilà, donc c'est beaucoup, c'est vraiment énormément d'images en tout cas. Et la charte couleur, vous l'avez choisie comment? Parce que vous disiez, j'entendais effectivement, on a l'impression de quelque chose de très doux et en même temps il y a ce noir qui nous rappelle un peu de la brutalité, la noirceur, un peu jamais de le dire, mais du coup elle vous est venue comment l'équilibrer aussi En fait, j'avais vraiment envie d'utiliser du noir aussi pour faire ressortir d'autant plus les couleurs. Parce que si on met une couleur à côté du noir, forcément par contraste, elle va être vibrante, elle va vraiment ressortir. Donc c'est notamment pour ça. Et après, c'est vrai que j'avais du mal à m'extraire du noir et blanc pour ce sujet. Parce que c'est aussi un sujet dur et j'avais vraiment envie d'apporter une symbolique par rapport aux couleurs. Donc je dirais que le rouge, globalement, par exemple, ça représente plutôt l'enfance d'Amel avec le cerf-volant rouge. Notamment, ça représente aussi la guerre, ce qu'elle a quitté, mais c'est vraiment lié à son enfance. Le jaune, donc c'est plutôt la couleur solaire, c'est son sac à dos qui rassemble un peu les derniers souvenirs qu'elle a emmenés avec elle. Donc voilà, pour moi c'était associé au soleil. Le bleu, donc on retrouve dans le foulard d'Aïda, qui est une personne qu'elle rencontre sur sa route et qui va la guider, qu'on retrouve aussi dans la plume bleue, ça symbolise vraiment l'espoir à chaque fois qu'il y a du bleu. Enfin, l'histoire finit aussi sur un ciel bleu.
Voilà, pour les couleurs principales, je dirais. Mais en tout cas, oui, je leur avais attribué les fonctions narratives entre guillemets dans mon process de création. Merci. Non, mais c'est intéressant de savoir comment chacune, tout le monde a un produit fini qui questionne aussi sur le processus, parce que ça paraît évident quand on lit, quand on regarde, et puis c'est le travail, et puis c'est des codes qu'on n'a pas forcément envie de décoder quand on lit, mais après, il faut rencontrer, ça donne envie de comprendre. C'est mystérieux comme l'écriture. Peut-être que pour finir, on peut illustrer avec un parallèle assez saisissant que tu avais relevé, Louise, sur les racines. Oui, Lire le passé. j'avais envie d'y venir. On est peut-être un peu connectés, je ne sais pas, mais j'avais envie d'y venir. En fait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de très fort dans les trajectoires des deux personnages sur les racines, parce que le roman graphique s'ouvre quasiment avec Amel qui dit adieu à son village, et ça ressemble à des racines. Je ne sais pas si ça en est symboliquement, mais ça y ressemble beaucoup. Oui, on peut assimiler ça à des racines, à l'effondrement, au ruine aussi. Donc, et le rouge à son cerf-volant. oui. Donc Amel qui fuit et qui, à la fin, finalement, réussit à se refaire une vie, se re-enraciner à Paris avec ses rencontres. Et en parallèle, alors il faut que je retrouve, parce que j'ai mis beaucoup de post-it. Mais la narratrice, ici, sur la fin, se dit, cette réflexion que je vais lire, se dit « Ton corps est un peu plié qui prend racine dans une terre qui le reconnaît, une terre qui t'a rappelé à elle pour te border, dans une terre qui t'a choisi toi et pas un autre pour continuer à te faire grandir. En toi nichent des oiseaux qui ne savent pas, qui n'ont rien vu de ce qu'on a vu, qui sont propres de tout ce qui s'est passé. La terre t'a voulu pour preuve que quelque chose d'elle se souvient, quelque chose d'elle a survécu, quelque chose d'elle ne meurt jamais. » Et bon, en fait, on trouvait ça saisissant, ce parallèle des oiseaux et des racines, de l'envol, de l'exil et du déracinement, re-enracinement des deux personnages dans leur trajectoire respective. Et puis en plus, ça fait vraiment écho au travail d'Esprit et au travail de Colomb. Donc, c'était... moi, ça m'a vraiment frappée quand même. J'ai refeuilleté dans une seconde lecture les deux livres pour les comparer. Voilà. Beau rapprochement. Je vous propose de continuer éventuellement la discussion hors caméra. Et puis, pour ceux peut-être qui veulent des dédicaces, qui ont leur livre, je pense que c'est possible. C'est vrai. J'y avais même pas pensé. En tout cas, merci à toutes les 5 et merci pour ces deux très beaux livres qui nous ont vraiment remués et bouleversés. Merci à vous. Merci.